Bonjour à tous, bienvenue dans ce Connect Live ce matin sur la tribune en partenariat avec la Banque des Territoires. Alors, dans quelques heures, de nombreux maires vont être mis en place avec les nouveaux conseils municipaux. Je le rappelle, au premier tour, 30 000 communes avaient pu élire leurs maires. Ils vont être avec nous ce matin. Et puis, c'est 5 000 nouveaux maires, 5 000 nouvelles équipes municipales qui seront élues avec des conseils municipaux qui se tiennent aujourd'hui, cet après-midi et demain matin. La France, voilà, aura dorénavant, à partir de la semaine prochaine, tous ces élus locaux, tous ces maires en place pour contribuer, bien entendu, à la relance économique de nos territoires. Alors, ce matin, nous allons pouvoir débattre, mieux vivre ensemble, quels changements, quelles priorités dans les territoires pour le jour d'après. Ce sont des échanges que nous allons pouvoir avoir avec Olivier Sichel. Bonjour, vous êtes le directeur général de la Banque des Territoires. Vous êtes avec nous. Bonjour Jean-Christophe. Nous avons trois maires élus, trois communes différentes, des profils différents, des régions différentes. Nous accueillons d'abord Cécile Gallien, vous êtes maire de Voiré, en Haute-Loire, vous êtes avec nous. Oui, bonjour, maire de Voré. Pardon, maire de Voiré. Frédéric Macaré, maire de Saint-Quentin avec nous. Oui, bonjour. Et enfin, plus dans le sud, dans la région sud, Jérôme Biot, le maire de Grasse. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, Olivier Sichel, je disais, aujourd'hui, c'est l'installation de 5000 nouveaux maires dans quelques heures. C'est un moment important pour la vie démocratique, mais surtout peut-être pour rendre plus efficace aujourd'hui cette relance économique. On a besoin de toutes les forces vives du pays et je crois que vous comptez bien justement sur l'action publique et sur ces maires qui sont vraiment les moteurs de notre République et de notre pays. Oui, merci Jean-Christophe. Je veux d'abord saluer les maires, alors les maires qui sont présents autour de ce webinaire, mais tous les maires qui ont fait une campagne, qui l'ont gagnée, qui ont eu le courage de prendre ces responsabilités. Et au sortant du Covid, ces responsabilités, elles sont grandes, elles sont majeures. Les citoyens, les Français se sont tournés beaucoup vers et ils en attendent beaucoup. Et le message que je voudrais passer, c'est que cette responsabilité, ils ont eu le courage de prendre dans tous les domaines économiques, sociaux, sanitaires. Eh bien, ils ont un partenaire qui est la Banque des Territoires, qui n'est pas une banque comme les autres, hein, comme vous le savez, puisque c'est l'entité de la Caisse des dépôts, donc un groupe public, qui est à leur côté pour les accompagner et globalement de deux façons. Le conseil, je dis un conseil évidemment, ils savent, ils ont un conseil municipal qui est autour d'eux, mais on parle plutôt d'ingénierie, puis du financement, parce que pour mener à bien tous les projets, ils ont proposé à leurs concitoyens qui les ont élus, on sait qu'il va avoir besoin de financement dans une période où malheureusement, après la crise du Covid, ces finances, elles ont été impactées. Donc beaucoup d'ingénierie financière, mais un partenaire aux côtés des élus, aux côtés des territoires. C'est le rôle de la Banque des Territoires que d'être très présent dans cette phase-là où j'ai envie de dire tout va se décider parce que tout va être lancé. C'est le moment où les promesses ayant été faites, il s'agit maintenant de les tenir. Merci Olivier. On va donner la parole d'abord à justement la maire Cécile Gallien. Une commune, peut-être en quelques mots présenter votre commune. On va voyager grâce à la Banque des Territoires ce matin pendant 1 heure. Ça va nous donner peut-être envie d'aller à la rencontre. Une petite commune dans la ruralité, Cécile Gallien. Oui, alors la commune de Voré-sur-Arzon, c'est l'hiver, 1460 habitants. L'été, on arrive à peu près à doubler avec les lits touristiques marchands et les résidences secondaires. On est situé à Haute-Loire. Le bourg est à 550 mètres en bord de Loire, la Loire sauvage, hein, celle presque des sources, et les hauteurs, les villages du Haut à 950 mètres. Voilà. Et on a 4000 hectares sur cette commune. Donc, c'est une commune très naturelle et un bourg-centre. Voilà. Alors, je ne vous entends plus. Oui. Je disais, Madame la maire, quel bilan vous tirez justement de cette période de confinement rapidement, à la fois les lignes de force, les choses positives, et puis bien sûr ces signaux faibles qui ont mis quelquefois en difficulté ou qui ont pu gêner votre action. Alors d'abord, je voulais dire que les mairies avaient été essentielles et les élus locaux essentiels. Moi, j'ai souhaité que la mairie soit ouverte 6 jours sur 7, alors qu'un certain nombre de services étaient tous fermés ou en télétravail. Nous, on était là pour aider les gens, les jeunes, les moins jeunes,
porter les colis, faire les assistantes sociales, râler après la poste pour qu'elle… C'est ce qu'elle a fait. Soutenir les commerces de proximité, les commerces alimentaires qui ont joué le jeu formidablement. Réouvrir les marchés les dimanches, et ça a bien marché pour aider les producteurs locaux. Réouvrir les écoles, etc. Donc, le confinement et le déconfinement a été une période vraiment très dense pour nous, parce que les acteurs de proximité restent avant tout, je pense, les maires et les élus locaux, et le département aussi a aidé les EHPAD à financer du personnel en plus de façon à ce que les choses se passent au mieux. Et nous n'avons pas eu de cluster, ce qui est assez formidable sur notre région. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des métiers essentiels, clairement. Les dames, et surtout les dames, qui travaillent dans les EHPAD, au niveau du maintien des personnes à domicile, les fonctionnaires territoriaux, les éboueurs, les agents techniques, les agents administratifs, les élus, je l'ai déjà dit, les personnels soignants de ville et de campagne, les infirmiers, les médecins de campagne, voilà, les hôpitaux, bien évidemment. Mais on s'est rendu compte que sans eux, et en période de confinement, la France ne tournait pas. Donc, je voudrais leur rendre hommage et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, il y avait, par exemple, dans le Cantal, chez un collègue voisin, il y a 10% d'urbains qui sont venus se confiner à la campagne. Et moi, je suis persuadée que l'espace est un enjeu fort, est un atout fort dans cette magnifique France. L'espace, j'espère, va être reconnu dans la Constitution. Parce que en Europe, 43% du PIB est produit sur les espaces ruraux. Il faut qu'en France, on se rende compte que l'espace est une chance pour l'eau, pour la forêt, pour la biodiversité, pour la vie un peu protectrice et de qualité. Et je crois qu'un certain nombre d'urbains vont faire ce choix de finalement vivre et travailler à la campagne, à condition qu'on ait du numérique et de la téléphonie mobile, bien évidemment. On va reparler justement, Madame la maire, justement quand on va un petit peu débattre ensemble sur comment réinventer la France, qui fait l'objet ce matin dans la tribune d'un sondage IFOP avec Public Sénat et Europe 1. On voit bien entendu les nouvelles aspirations, ce dont vous parlez, et c'est peut-être, vous l'avez dit, une opportunité de renforcer peut-être la ruralité. On en parlera tout à l'heure également avec Olivier Sichel. Frédéric Macquaret, maire de Saint-Quentin, vous aussi, comment vous avez vécu cette période du confinement? Saint-Quentin, ce qu'on appelle, est une ville moyenne, c'est ni une métropole, ni une petite commune. Comment vous avez fait face au confinement et aux besoins, bien sûr, d'être à l'écoute de vos concitoyens? Alors, Saint-Quentin est situé dans les Hauts-de-France. C'est une ville qui est à la fois au milieu d'une certaine ruralité et puis une ville qui a encore une industrie assez puissante autour d'elle avec des grands groupes comme Yamaha, L'Oréal, Tereos. Alors, cette période a été dure pour nous parce qu'on était situé dans une des régions les plus touchées. Il y a eu le Grand Est, évidemment, en premier lieu, l'Île-de-France et les Hauts-de-France également. Et donc, ça a été une période assez perturbante parce que les chiffres n'étaient pas bons et n'ont pas été bons pendant un certain nombre de semaines. Et très vite, avec les équipes, mais aussi avec l'ensemble des partenaires, on avait conscience de cette nécessité d'être à la hauteur du défi et des enjeux. Donc, on a complètement réadapté le service public, la façon de voir les choses, à la fois en interne avec une cellule de crise qui était là tous les matins et une formidable énergie parce que c'est aussi pendant les moments les plus durs qu'on peut trouver les plus belles innovations, qu'on a le plus envie de se donner au maximum. Et on avait aussi ce souhait de pouvoir coordonner ou piloter, alors même si c'est pas toujours dans nos compétences, mais en tout cas mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs qui étaient des acteurs essentiels pendant cette période. Et j'ai animé toutes les semaines un plan communal de sauvegarde de façon à mettre autour de la table et de permettre les liens et l'information entre l'hôpital public, la clinique privée, la médecine de ville, les infirmières, parce que vous savez, dans notre pays, on a beaucoup d'institutions, on a beaucoup de strates et d'échelles, mais finalement, à l'échelle d'un territoire, un petit territoire ou un territoire moyen, il n'y a pas toujours des discussions et du partage d'informations, ce qui fait beaucoup de déperdition, et c'est vrai sur beaucoup de sujets, même en dehors des questions de santé. Et ce qui peut aussi faire perdre du temps, de l'énergie et de l'efficacité quand on ne se coordonne pas suffisamment.
Et vous voyez, hier soir, on faisait un petit pot, alors en extérieur, avec les gestes barrières, avec des makers qui avaient fabriqué des visières solidaires. On avait fait venir une infirmière libérale et puis le directeur de l'hôpital. Et ils m'ont redit combien ça avait été extrêmement utile de pouvoir partager l'information, que les infirmières libérales sachent exactement où on en est à l'hôpital, combien de lits sont disponibles, où est-ce qu'on en est sur les tests, qu'on puisse aussi rassurer la population. Parce que cette période, elle a été dure, je pense, pour tous les maires et ceux qui sont présents ici sur la réorganisation, mais elle a aussi été dure, je pense, et encore aujourd'hui, sur le plan du sens pour nos concitoyens. Vous savez, on a entendu et on continue à entendre tout et son contraire. On n'a aucune certitude face à la crise sanitaire. Moi, j'ai ressenti très fortement une angoisse par rapport à ça. Et on a essayé de veiller, nous, au titre des informations que l'on avait et des données que l'on pouvait communiquer, de ramener du sens, d'essayer systématiquement de donner le maximum d'informations qui étaient des informations vérifiées, parce que je vais le dire un petit peu péjorativement, ceux qui regardaient la télé à longueur de journée, à la fin, ils étaient presque en dépression. Et on disait, mais il faudrait se débrancher un petit peu. Allez, on reprend les choses calmement et on réassure aussi. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que les maires qui sont les échelons de proximité, parce qu'on sort dans la rue, on est évidemment en contact de nos populations, on ressent fortement les aspirations, les inquiétudes, et on est sans doute les plus à même de pouvoir nous adapter très rapidement, en toute humilité évidemment également, mais d'être les plus efficaces dans des périodes qui sont les périodes les plus difficiles. Donc je pense que l'État peut compter sur nous globalement, et nos concitoyens peuvent compter sur nous. On ne vous entend pas. On va en reparler justement tout à l'heure. On parlera justement dans quelques heures ou voire quelques jours. Le président de la République s'exprimera sur la place qu'il veut donner encore plus aux élus locaux. On a le sentiment que cette nouvelle étape qui s'annonce pour les 2 prochaines années pourrait donner peut-être plus de confiance et de responsabilité aux maires. C'est un sujet que l'on va débattre tout à l'heure. On va donner la parole au maire de Grasse, à Jérôme Biot. La région sud qui a été plutôt préservée sur le plan de la pandémie, mais bien entendu à la fois entachée par la difficulté en tous les cas d'une région très touristique qui bien entendu va souffrir et souffre bien entendu dans le cadre du plan de relance économique. Mais Jérôme Biot, tout d'abord, comment vous avez vécu votre rapport, comme avec les autres maires, de vos relations avec vos concitoyens, les besoins qui se sont exprimés? Peut-être qu'on ne l'a pas souvent dit, même dans les journaux, on a souvent dit, c'est vrai que les médecins, les infirmières ont été en première ligne, mais on posera la question tout à l'heure à Olivier Sichel. Est-ce que l'on n'a pas suffisamment dit que les maires étaient vraiment en première ligne avec les populations et les inquiétudes exprimées? Bonjour à tous. Donc, je suis maire d'une ville qui est magnifique, Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Je vous invite d'ailleurs tous à venir partager un petit moment cet été si les uns et les autres vous en avez le temps et l'envie. Je me reconnais, en tout cas, je reconnais vraiment dans le discours de mes 2 collègues qui viennent d'intervenir cette situation que nous avons traversée en tant que maire, et je crois plus que jamais que la population, les habitants, nos concitoyens ont mesuré le rôle central que les maires ont joué dans ces situations de difficulté, de crise sanitaire. Je crois que ça a renforcé la perception, le rôle, la place du maire dans l'organisation générale de notre pays. Et on le voit aussi que le maire prend un rôle grandissant et on en parlait à l'AMF aussi il y a quelques jours en arrière, et je crois que c'est quelque chose qui marque cette crise. Les choses que je retiens, c'est une adaptation rapide que l'on a dû mettre en œuvre. On a dû muter, on a dû changer un certain nombre d'habitudes, de situations. On a dû aussi mettre en œuvre des prérogatives ou des missions qui n'étaient pas forcément celles du maire au quotidien. Et dans le département des Alpes-Maritimes, nous avons dû mettre en place des couvre-feux à 22 heures jusqu'au lendemain matin. C'est une prérogative qui n'est pas forcément celle du maire, mais plutôt de l'État.
et nous avons dû mobiliser nos polices municipales jour et nuit pour faire respecter ces couvre-feux, gérer des situations complexes sur la question du ramassage des déchets, ou quand dans les zones de tri des déchets, certains personnels voyaient passer des masques sur les tapis ou sur les situations et demandaient à juste titre des protections. Et on a dû tenir les équilibres pour que pendant ces 2 mois, ces 3 mois, les déchets puissent être continuer à être ramassés pour éviter une amplification de problèmes sanitaires. On a dû gérer, comme vous l'avez dit, mes chers collègues, des questions de réorganisation du service public, parce que les maires doivent continuer à avoir un service des cimetières qui fonctionne, des naissances, l'enregistrement des naissances, du quotidien, du nettoyage des rues, de la proximité. Et je pense à tous ces hommes et ces femmes qui travaillent et qui sont restés mobilisés jour et nuit pour que le service public puisse continuer, bien sûr au minimum et de manière resserrée, mais je crois que c'est un enseignement et c'est quelque chose que nous gardons à l'esprit. Dans les Alpes-Maritimes, vous l'avez dit, on a été frappé par des questions aussi économiques, comme tous, avec des grandes difficultés sur les questions de la fréquentation du département, de nos communes. Et on a mis en place au niveau de la région, et je remercie le président de région, un financement, et on s'est appuyé sur les plateformes d'initiatives locales. Ça a été fait un peu partout en France, je pense, pour pouvoir créer un prêt à taux zéro pour aider et accompagner toutes les entreprises qui vont avoir besoin de trésorerie. Nous avons voulu mettre en place des outils de proximité. Et puis, la difficulté aussi que je retiens, c'est cette instantanéité des demandes avec les réseaux sociaux, avec Facebook, Twitter, avec voilà, nos concitoyens étaient dans des attentes instantanées au moment où les uns et les autres postaient des messages sur les réseaux sociaux. Ça a été un peu difficile à gérer dans l'immédiateté, en tout cas des attentes de nos concitoyens. Ce que je retiens aussi, c'est qu'on a dû faire face, et Frédéric l'évoquait il y a quelques instants en arrière, on a dû faire face à une situation qui n'était pas simple en termes de surenchère, parce que voilà, dans les médias, dans les élus aussi, qui les uns et les autres voulaient protéger davantage leur population, on a dû essayer de temporiser ces situations-là pour apporter de l'équilibre aussi dans ces choses, pour ne pas partir dans des surenchères toujours plus grandes de distribution de masques ou de désinfection de tous les espaces publics. Voilà. Et on a dû essayer de mesurer ça et de raisonner un petit peu les choses au quotidien, ce qui n'était pas forcément facile, parce qu'on était dans une période aussi d'entre-deux tours électorales, et pour certains, voilà, il y avait aussi des enjeux d'exister, d'être présent, et donc il a fallu trouver les justes équilibres. En tout cas, moi je trouve que c'est une expérience difficile, inédite, mais qui a renforcé, en conclusion, qui a renforcé le rôle du maire, sa perception dans la population comme un acteur central, l'interlocuteur principal. Et je crois que nos concitoyens mesurent ça, et au fond de leur cœur, eh bien, ils ont ce sentiment que le maire est leur référent. Et je ressens ça. Merci, Jérôme Biot. Olivier Sichel, vous souhaitez réagir? Est-ce que cette crise aura encore renforcé le lien de confiance entre les maires? Et est-ce que ça va faciliter plus l'action de la Banque des territoires, c'est-à-dire d'avoir en effet des maires qui ont un rapport de confiance dans la proximité avec leurs concitoyens? Oui, Jean-Christophe, je crois que le mot, moi, qui me vient à l'esprit après ces 3 témoignages, c'est le mot de responsabilité. C'est-à-dire, dans cette période-là, les maires ont assumé leurs responsabilités, et elles sont immenses, de faire fonctionner le pays. Madame Gallien l'a dit, elle a laissé sa mairie ouverte. Chacun des maires qui sont exprimés, Jérôme comme Frédéric, ont dit comme ils ont fait fonctionner le service public de façon à ce que le pays qui était confiné continue à assurer ses missions de service public. Et globalement, ça a été fait avec beaucoup de dignité, beaucoup de sens des responsabilités. Et ça, c'est de nature à reconstituer, à renforcer encore ce lien très très fort qui existe entre les Français et leurs maires. Alors, nous, on a essayé d'accompagner, Jérôme l'a souligné, dans l'urgence, dans notre compétence économique.
très rapidement, dans le confinement, on a vu que, certes, il y avait des dispositifs nationaux, comme le prêt garanti pour les entreprises, qui avait été très largement fonctionné, hein. Aujourd'hui, on est à près de 100 milliards de prêts garantis par les entreprises, qui a été distribué par notre filiale BPI France. Mais il y avait des trous dans la raquette. Et ces trous dans la raquette, vous les identifiez qu'au niveau le plus proche, au niveau des territoires, avec de la proximité. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu, oui, le PGE, c'est peut-être très, très bien pour les grandes entreprises, c'est peut-être très, très bien pour les industries, les entreprises de la moyenne, mais quid de l'association, qui n'est pas une entreprise, qui pourtant est en difficulté? Quid de la TPE avec une seule personne? Je pense aux petits restaurants, aux petits pressings. Et donc, on a monté des dispositifs. Et là aussi, moi, je veux souligner que ce qui a été formidable dans cette période-là, c'est l'esprit de solidarité, responsabilité et solidarité. Quand on a décidé avec le président Muselier de faire un fonds Covid résistance pour faire ses avances remboursables, la plupart des collectivités locales s'y sont joints. On aurait pu imaginer qu'il y ait un petit fonds fait à Grasse et puis un autre petit fonds fait à un autre endroit. Et non, l'esprit de responsabilité a joué et ça a été un fonds qui a permis une grande multiplication du dispositif et qui a été instruit très rapidement. Je vous disais, j'étais hier avec un petit restaurant dans Marseille qui en avait bénéficié. C'est le petit coup de pouce qui permet de maintenir la tête hors de l'eau et d'avoir organisé la survie dans cette période-là. Et maintenant, le temps dans lequel on est maintenant, c'est celui de la reconstruction, de la relance du pays. Faut voir que ce choc est majeur. Depuis la Seconde Guerre mondiale, d'un point de vue économique, on n'avait pas connu de choc aussi fort, hein. C'est moins 10% de PIB qu'on a connu. Donc, c'est plus fort que le choc pétrolier des années 74-78. C'est beaucoup plus fort que la crise de 2008. Donc, c'est un véritable choc économique auquel on a à faire face maintenant tous ensemble. On ne vous entend pas. Voilà, ça y est. Merci Olivier Sichel. On va justement rentrer dans les objectifs à court terme qu'ont aujourd'hui les maires. Comme on l'a dit, ils sont installés pour certains depuis le premier tour. D'autres vont être installés entre aujourd'hui et demain. Cécile Gallien, on revient dans la région justement Auvergne-Rhône-Alpes avec vous. Vous êtes une petite commune. Est-ce que finalement votre feuille de route de ce début de mandat, compte tenu bien sûr de cette crise du Covid, nécessite des nouvelles priorités, des choses que vous souhaitez réaliser à la fois pour assurer le commerce local, pour maintenir un service public de proximité qui est beaucoup attendu et qui est fait l'objet aussi de notre sondage ce matin avec IFOP. Qu'est-ce que vous souhaitez réussir là sur les 3-4 mois à venir, d'abord dans l'urgence et dans la question des priorités de court terme? Alors d'abord, je voudrais dire aussi qu'en Haute-Loire, l'État a mis 15 millions d'euros pour aider 11 000 petites entreprises, très petites entreprises, le commerçant du coin qui a dû fermer, l'artisan, etc. Sans cette aide de l'État, clairement, aucune collectivité n'aurait mis autant d'argent. Et je veux aussi parler du chômage partiel qui a quand même aidé au maintien du pouvoir d'achat de la moitié des salariés de Haute-Loire, au moins, et aussi aider les industries, parce qu'on a la chance d'avoir aussi, bien sûr, des industries en milieu rural, à passer le cap. Donc ça, il faut quand même dire que ça a été hyper important et ça reste un petit peu important. Il y a aussi le PGE pour les associations. Sur ma commune, il y a 45 associations. Et le grand club de foot a obtenu un PGE, qu'il faudra rembourser, bien sûr, mais on les aidera pour ça. Donc, à court terme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une saison touristique chez moi. Il y a 500 lits touristiques marchands au village de vacances, dans les campings 3 à 4 étoiles, les hôtels, les gîtes. Nous n'aurons pas, malheureusement, quasiment pas de clientèle étrangère. Or, on a normalement beaucoup de Hollandais, de Belges, d'Allemands. Il y aura beaucoup de Français. J'espère que les Français vont venir en réserver et passer leurs vacances à Vorey et en Haute-Loire. C'est des vacances nature. Chez nous, on fait du canoë sur la Loire, on se baigne, on va à la pêche, on fait de la rando, on respire, on mange des bons produits. Voilà, donc l'objectif, c'est ça. Nous, on a exonéré un certain nombre de commerces qui louent à la commune ou aussi des personnels soignants, puisqu'on avait créé une maison de santé en 2010 qui marche très bien. Donc, on a fait ce geste-là parce que les communes ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Il y a des lois.
Le développement économique, c'est l'intercommunalité et la région. Et nous, on est obligé, malheureusement, de faire ce qu'on peut être autorisé à faire. En tout cas, on a fait ça. On essaye aussi avec l'Office de tourisme de faire connaître, voilà, de sauver les meubles, j'ai envie de dire, au niveau touristique. Ça démarre plutôt pas mal, mais ça ne récupérera pas le printemps et l'automne où ces hébergeurs touristiques, normalement, sont ouverts. Voilà. Donc, grâce, je pense, au fonds d'État et à quelques fonds régionaux, on va pouvoir passer le cap difficile de cette année au niveau touristique. Après, les commerces, c'est réouvert. Moi, je souhaite, et ça fait partie de ma feuille de route, on a 40 artisans et commerçants sur la commune, ils sont dynamiques, ils sont tous réouverts. On souhaite que cette consommation locale, qui était le cas pendant la crise, les gens ont consommé local, et bien que les gens continuent à acheter dans les petits commerces, au marché, chez les producteurs locaux. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de presque de l'éco-citoyenneté à mettre en place. Et peut-être aussi des plateformes aussi comme les ont mis en place les producteurs locaux. Il y a des plateformes de vente en ligne qui ont été mises en place. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu très fort à court terme. Et puis, on espère qu'à l'automne, on n'aura pas une crise du Covid comme on a eu le bonheur de ne pas vraiment en avoir dans mon département. Voilà, c'est un peu le risque. On espère qu'on aura une école, si j'ose dire, normale, en présentiel. Aussi, c'est absolument fondamental pour les familles et pour les enfants. Merci Cécile Gabien. Je vais peut-être juste faire réagir Olivier Sichel parce que, bien entendu, dans l'intervention de Mme la maire, on a parlé voilà, de la question du tourisme, bien sûr, qui est centrale pour notre PIB en France. Et on le voit que c'est central aussi pour la commune de Vorey. Olivier Sichel, vous avez pris quand même des mesures assez rapidement. Comment amortir le choc de la baisse de fréquentation des étrangers qui seront, bien entendu, voilà, moins importants cette saison? Voilà. Comment a agi la Banque des Territoires? Est-ce que vous avez permis justement d'accompagner nos maires avec nous ce matin? Oui, alors, on a lancé très rapidement un plan tourisme et comme l'a souligné Madame Gallien, les prêts, c'est bien, mais à un moment, il faut les rembourser, que ce soit pour un hôtel ou pour un restaurant ou pour un club de foot. Et donc, est arrivée la problématique de ce qu'on appelle les fonds propres, c'est-à-dire que emprunter, c'est bien, mais il faut rembourser. Et à un moment, il faut réinjecter du capital parce qu'il y a eu un manque à gagner. Et nous avons monté avec BPI-France un plan à 1,3 milliard. On appelle ça le plan Marshall du tourisme parce que la somme est colossale pour pouvoir injecter des fonds propres dans ces structures. Alors, il ne s'agit pas de nationaliser tous les hôtels, il ne s'agit pas de nationaliser tous les restaurants, ce n'est pas le sujet. Mais parfois, dans la structure touristique, vous avez une dissociation entre d'un côté les murs et de l'autre côté l'exploitation. Et on peut avoir de temps en temps des systèmes où on peut reprendre la possession des murs et le louer à l'hôtelier de façon à ce qu'il puisse racheter après, par exemple, l'hôtel quand il est revenu à meilleure fortune. Et ça, on va monter en place des systèmes fonciers. Puis, il y a aussi les grands équipements qui dépendent parfois des maires, un palais des congrès ou des équipements de loisirs. Je pense par exemple au Futuroscope, où on a décidé de relancer un Futuroscope avec un Futuroscope 2, de 100 millions, parce que c'est des investissements aussi qui lancent l'attractivité d'un pays. Donc voilà ce qu'on a lancé dans le plan touristique, c'est pour passer de la phase d'urgence du prêt à une phase véritablement de relance qui passe, à notre avis, par de l'investissement pour préparer l'avenir. Merci Olivier Sichel. On va écouter justement Frédéric Macaré, vos priorités à 3-4 mois là, vraiment ce que vous devez accomplir pour mieux amortir cette crise. Alors, plusieurs sujets, évidemment. Alors, une attente, je pense, qui est partagée par tous sur nos établissements de santé au regard du Ségur de la santé, même si ce n'est pas les communes ou les villes qui vont agir en ce sens, mais on aura évidemment beaucoup besoin du monde des soignants dans les mois qui viennent. Et donc, ils ont été fortement mobilisés et on a cette attente qui est très court terme. Donc, on souhaite évidemment que ce soit à la hauteur. Dans ce qui nous concerne plus particulièrement, eh bien, c'est la situation de nos entreprises, la situation de nos commerces. Comme ça a été tout à fait justement rappelé, on ne fait pas ce qu'on veut et nous avons souvent des pouvoirs limités, mais on fait le maximum pour accompagner les acteurs. Donc, à la fois sur cette phase qui est une phase difficile, donc avec chacun nos plans de relance en fonction eh bien, des acteurs économiques que l'on peut avoir, en fonction du fonctionnement de nos villes,
Donc chez nous, on a décidé d'être sur le pouvoir d'achat avec des bons d'achat de façon assez importante dans les commerces pour recréer du flux. On s'est dit que ce n'était pas forcément les grandes animations qu'il fallait relancer dans un premier temps parce que pas de visibilité sur la possibilité de se rassembler. En revanche, faire en sorte qu'on retrouve un flux important dans les commerces, c'est ce qui nous semblait être le plus important possible. Et ça, on l'a conçu avec le monde des commerçants et les différentes associations. Et puis, on en profite. On se dit, puisqu'on est dans une situation difficile, c'est peut-être le moment aussi de passer un cap, d'aller encore plus vite sur des transformations. Le commerce, on le sait, vit une mutation depuis longtemps. On parle souvent des zones périphériques, mais c'est surtout la question du numérique qui est importante. Et notre capacité à transformer nos commerces de proximité, à comprendre les enjeux, les sujets, à pouvoir être accompagné aussi en ingénierie, parce qu'un petit commerçant, il n'est pas forcément armé pour pouvoir être à l'aise sur des questions de livraison à domicile avec des formats numériques, sur des questions d'Internet. Et donc là, on doit être extrêmement présent. Alors, de notre côté, moi, je fais partie des villes cœurs de ville et aussi de l'association Ville de France. Donc, on travaille beaucoup avec la Banque des Territoires sur ces sujets-là et je les remercie parce qu'on est extrêmement accompagnés sur des questions d'études qu'on ne pourrait pas mener. Il faudrait être une ville beaucoup, beaucoup plus grande. Et donc là, on est en train d'accélérer les questions de portail Internet avec du service qui serait mis à disposition de l'ensemble des acteurs. De même qu'on essaie, de ce fait-là, d'avancer sur la question des livraisons à domicile. Je crois qu'il faut qu'on soit en capacité d'être bon comme c'est l'être Amazon, parce que notre consommateur, de toute façon, il va faire un certain nombre de choses depuis chez lui. Il a évidemment aussi, certains consommateurs ont une éthique, mais tout ce qui peut se faire maintenant très rapidement, il faut aussi pas se leurrer et il faut qu'on soit à la hauteur par rapport à cela. Donc ça, on les avait bien en tête dans Cœur de Ville, mais on a demandé aux équipes d'aller encore plus vite sur ces sujets-là qui nous paraissent essentiels, d'autant plus qu'une partie de nos populations n'est pas mobile à nouveau. Je redis, nous, dans une ville assez frappée, je vois encore des personnes âgées qui me disent qu'elles n'osent pas trop sortir, qu'elles ne sont pas à l'aise sur ces sujets-là, donc on doit être présent. Et puis, il y a également une autre question qui est le soutien et le lien de solidarité avec nos concitoyens. Moi, j'étais persuadée avant la crise, puisque on bascule sur le tout numérique, sur un certain nombre de démarches administratives et notamment les démarches de l'État. Et on est un certain nombre d'élus à avoir alerté en disant, vous savez, il y a beaucoup de publics empêchés qui ne se retrouvent pas dans cette nouvelle façon de construire la relation avec les usagers. Donc, on avait créé des pôles dans les différents quartiers de la ville avec du personnel qui aide ou qui remplit à la place d'eux dans des formats qui ne sont pas toujours très simples. Et là, avec cette question de confinement, de rester à la maison, de précautions à prendre, on a encore plus envie d'être présent, je dirais, au domicile de nos habitants, avec des formats inventés, des associations qui viennent danser devant des béguinages ou des maisons de retraite, avec du personnel municipal qui, sans rentrer dans le domicile, mais qui vient échanger avec les personnes. La considération vis-à-vis de nos concitoyens, le lien humain, ce n'est pas toujours une action au sens il faut mettre en place quelque chose qui coûte de l'argent, mais ce lien de confiance à consolider, ça me semble être une priorité absolument nécessaire et impérieuse parce que on a un certain nombre de nos concitoyens qui sont extrêmement seuls et qui ne sont pas bien, qui sont très stressés. Les médecins le disent également au regard de ce qu'ils peuvent rencontrer. Et puis, dernière chose, mais je ne veux pas être trop longue, les enfants. Mon Dieu, les enfants. Les enfants, ceux qui ne sont pas allés à l'école depuis le 15 mars, c'est aussi notre responsabilité de pouvoir public d'être à la hauteur. Ça n'a pas été facile pour les maires, ça n'a pas été facile de rouvrir les écoles. Comme le disait le maire de Grasse, beaucoup de polémiques, de réseaux sociaux, de commentaires qui se font à l'instant T, mais nous, on est là aussi pour travailler sur le moyen terme et le long terme. Mais on a vraiment cette responsabilité de pouvoir accompagner la jeunesse qui n'a pas été encadrée. Hier, Merci Frédéric Macaré. On va faire l'école. Les enfants étaient super, même pour 15 jours de retraité. On est sur les vacances à... Voilà. Parfait. Merci Frédéric Macaré. On va faire réagir tout à l'heure Olivier Sichel. Vous avez posé beaucoup de sujets très intéressants. À la fois justement ce rapport entre, bien sûr, l'accélération numérique que doivent connaître les communes, avec bien sûr le haut débit. La question de la fracture numérique a été
essentiel dans cette période du confinement. On va revenir sur ce que vous avez dit, hein, ici, la nécessité aussi d'avoir aussi de la proximité physique. Donc voilà, il ne s'agit pas d'opposer numérique et proximité. Mais avant cela, je voudrais écouter Jérôme Biot, vous là, vos priorités pour les 4 mois à venir. On a entendu vos collègues maires parler, bien entendu, d'essayer de faire au mieux pour faire face à la saison touristique. Mais surtout, on a senti aussi beaucoup d'actions pour soutenir le commerce local, maintenir les commerces de proximité. Oui, tout à fait. Merci. Je voudrais revenir en remerciant Olivier Sichel sur ce qu'on a fait ensemble et on s'est senti véritablement soutenus dans ces démarches que nous avons dû porter auprès des entreprises qui ont été frappées. Je pense que s'il doit y avoir aussi des effets qu'on doit considérer comme de mutation suite à cette crise sanitaire, on s'est tous présentés devant le corps électoral avec des projets. On s'est tous présentés devant la population et nos concitoyens devant un projet politique. Et je pense que la première des choses qu'il faudra faire, c'est avoir une relecture de ces projets pour aussi peut-être une politique publique, ça s'évalue, un curseur, ça se bouge, et tirer des enseignements de tout ce qui vient de se passer pour voir si les projets que nous avons portés devant le corps électoral il y a quelques semaines en arrière doivent être revus, réorientés sur un certain nombre de choses. Et c'est un travail que je proposerai à la majorité municipale que j'ai l'honneur de conduire le 29 août prochain, pour ensuite aller devant la population pour tirer les enseignements de ce que nous venons de vivre et voir si on doit, ici ou là, réorienter à la lecture et au prisme de ce que l'on vient de traverser le projet. Je crois aussi, comme Frédéric vient de l'évoquer, la mutation du comportement d'achat de nos concitoyens, et ça peut être une chose bénéfique. On a vu dans ce moment aussi des gens qui avaient l'habitude d'acheter peut-être bien loin du commerce de proximité revenir vers le commerce de proximité, et je crois que c'est quelque chose qu'on doit encourager. On a lancé une campagne qui s'appelle « Soyons consommateurs » pour que nos concitoyens puissent devenir acteurs davantage de leur cœur de ville, de ces villes moyennes que nous avons la chance de coordonner dans l'action publique. Et je crois que c'est aussi un des enseignements, une mutation que nous devrons intégrer et accompagner et aider d'ailleurs pour que le commerce de proximité soit davantage soutenu, davantage fréquenté, davantage au centre et au cœur de nos préoccupations demain. Et puis, on a vu aussi dans ce moment que nous avons traversé, nous avons vu que nos concitoyens étaient en attente d'un État-providence au quotidien. Aujourd'hui, on voit que c'est plutôt une mairie-providence dans les prérogatives, dans les responsabilités, dans les attentes, dans les moyens qui sont mis sur le territoire. Et voilà, ça aussi, je crois que ça va faire changer un certain nombre de choses. Ça va rapprocher l'action municipale d'un certain nombre de domaines qui n'étaient pas forcément dans la tête de tout le monde des prérogatives et qui ne le sont pas du maire, mais ce sont des choses en tout cas que l'on a traversées. Moi, plus que jamais, je me dis que l'opération Cœur de Ville, pour laquelle Grasse a été retenue avec ses 222 villes en France, avec la Banque des Territoires, avec l'État aussi qui nous accompagne sur ce sujet, plus que jamais, je crois que c'est une bonne chose de travailler sur ces opérations Cœur de Ville pour redonner de la force, pour redonner aussi du sens à nos villages, à nos villes, à nos cœurs de ville. Et en tout cas, après cette crise sanitaire, on regarde un petit peu les stratégies qu'on a mises en place et on se dit qu'un certain nombre d'entre elles vont être confirmées, vont être consolidées, notamment celle d'accueillir dans notre centre historique davantage de centralité, d'offres, davantage de vie estudiantine aussi. C'est un sujet majeur. Et voilà, je pense que c'est les grandes lignes de force et la mutation qu'on doit faire sans opposer le numérique d'ailleurs et le commerce local. Merci Jean Biot. Olivier Sichel, vous souhaitez réagir? Beaucoup de sujets ont été mis sur la table.
Oui. La question du numérique, bien sûr, qu'il faut accélérer pour mettre finalement tous les territoires à égalité. Est-ce que selon vous, Olivier Sichel, on a parlé d'exode des métropoles, on a ici à la fois trois maires qui peut-être, cette crise va permettre peut-être d'accélérer une dynamique de fréquentation. Il y a des gens qui veulent revivre, peut-être quitter les grandes métropoles pour aller vivre dans des villes moyennes comme justement à Saint-Quentin ou encore en ruralité. Comment vous voyez justement le paysage de la France avec les nouvelles attentes des Français? Oui, alors, il y a un mot qui est revenu souvent, c'est quand même le numérique. Et ça, c'est extrêmement important, comme disait Madame Gallien. La Haute-Loire, oui, formidable, mais à condition quand même d'avoir du haut débit ou de la couverture. Et moi, j'étais avant-hier sur le terrain, en comité de pilotage du déploiement d'un réseau qui s'appelle Losange et qui a vocation à couvrir toute la région Grand Est avec le président Rotner. Et l'an dernier, il faut que vous sachiez que la Banque des Territoires a financé l'installation de 1 million de prises de fibre optique en zone rurale. C'est ce qu'on appelle les réseaux d'initiative publique. Vous savez, dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, c'est Orange et SFR qui font le déploiement. Dans les villes moyennes, dans les cœurs de villes moyennes, comme à Saint-Quentin-la-Grasse, ce sont les opérateurs qui le font avec des partages. Mais il y a tout le reste du territoire, ce qu'appelait Madame Gallien l'espace. C'est l'espace. Et dans cet espace, pour accepter d'y vivre, aujourd'hui, il faut du haut débit, c'est devenu une obligation. Et donc là, nous finançons et on faisait le point sur les retards, parce qu'il y a eu des retards dans les chantiers. Et aujourd'hui, évidemment, les Français qui ont pu vivre ce confinement, le 1 million de Français avec le haut débit, ben, ils ont pu télétravailler, ils ont pu communiquer dans de bonnes conditions, comme on le fait aujourd'hui. Ils ont pu aussi avoir toute l'offre de loisirs. Ceux qui n'étaient pas raccordés n'ont pas pu le faire. Donc ça, c'est vraiment une de nos priorités, nous, de sortie de crise. Et encore plus, lorsqu'on se tourne vers les élus, la demande principale, c'est vraiment le raccordement à la fibre optique. Alors ensuite, on a évoqué ce qu'on met dans ces tuyaux et à quoi ça sert. Et là, il y a le sujet du commerce qui a été évoqué par Madame Macaré comme Jérôme Viau. Et là, on voit bien qu'il y a d'un côté le commerce, le grand commerce digital, clair, disons les choses Amazon, et puis la volonté des gens d'avoir le soutien à leur commerce de proximité. Alors, ce qu'on essaye de faire, et c'est des solutions qu'on a élaborées avec les élus, avec les maires, notamment dans le programme Cœur de Ville, hein, Jérôme et Frédéric s'en souviennent, c'est comment est-ce qu'on peut digitaliser le commerce de proximité. Il y a des solutions qui existent. Sur notre site banquedetterritoires.fr, dans l'espace Smart City, on en a référencé plein et on les aide en investissant dans certaines startups et on essaye de les mettre à la disposition des élus pour qu'ils favorisent ce déploiement. Je vais en citer juste une qui s'appelle Ma Ville Mon Shopping, qui est déployée par la Poste et qui permet à un commerce de proximité de mettre ses produits sur un site internet et d'avoir la possibilité soit de les faire livrer par le postier chez le client, soit que le client passe en click and collect, soit c'est le commerçant lui-même qui, à la fin de la journée, quand il a fermé son magasin, il va faire les livraisons lui-même et on retrouve la proximité. Et là, c'est un exemple de conjugaison entre du physique de la proximité et du digital. Donc, poussons ce type de solution le plus possible. Il y a une autre idée qui a été élaborée avec les élus. Peut-être que Frédéric et Jérôme s'en souviennent, lorsqu'on avait fait ces rencontres à Arras avec tous les maires cœurs de ville, on avait élaboré, oui, c'était Arras, c'était dans la région Hauts-de-France, il s'en souvient, il y avait eu pas mal d'ateliers sur les foncières de commerce. C'est comment est-ce qu'on réhabilite le commerce en centre-ville. Le commerce n'est pas toujours adapté. Parfois, c'est des vieux bâtiments et c'est dans des endroits où l'immeuble lui-même est vétuste. Vous regardez le commerce, il est fermé. Et quand vous levez les yeux au-dessus du commerce, vous voyez un carreau cassé et un pigeon qui sort. Donc, comment est-ce qu'on peut réhabiliter ça? Et ça, il y a des outils qu'on a mis en place. Et ces solutions qui étaient élaborées à un moment par les maires, quand il s'est agi de faire un grand plan de soutien au commerce, nous les avons poussés au niveau national en disant, écoutez, il y a peut-être un grand plan à faire pour soutenir les foncières, chaque fois en s'insérant dans les outils qui existent déjà pour racheter, réhabiliter, louer et rénover tout le commerce de centre-ville. Voilà, donc vous voyez, des exemples, il y en a beaucoup. L'important, c'est de les partager et après de les pousser à l'échelle.
Olivier Sichel, je vais vous faire réagir ce matin dans notre sondage, IFOP avec Europe 1 Public Sénat. 74% des Français sont prêts à acheter un produit plus cher s'ils savent si ce produit est réalisé en France, un produit made in France. Avec l'Institut IFOP, c'est la première fois dans ce contexte post-Covid que les Français sont prêts à payer plus. Est-ce que vous pensez que justement cette tendance peut s'inscrire sur la durée? Alors, je le souhaite, mais j'avertis les gens d'une chose. C'est du déclaratif et c'est de l'intentionnel. Les gens disent toujours « je veux bien aider mon commerce de proximité », mais à la fin, on continue à prendre la voiture et aller sur le surface, à la grande surface. C'est de la même façon que si vous regardez, les gens adorent dire qu'ils regardent Arte et quand vous regardez les statistiques d'audience, ils ne regardent pas Arte. Donc, moi, je pense que ces intentions-là, c'est à nous, c'est aux commerçants et c'est globalement à l'environnement de faire des efforts pour que cette bonne intention, elle se transforme réellement en acte d'achat et en soutien auprès des commerçants. Et je pense que les élus de terrain qui sont autour de moi savent bien qu'il y a une bonne intention. Oui, on veut acheter français. Oui, on veut être du commerce de proximité. Et qu'à la fin, ça se termine souvent à la grande surface, acheter du Made in China. Merci Olivier. Alors, on va parler maintenant quand même des projets plus long terme. Vous avez été élu, voilà, mesdames, les maires, monsieur le maire, pour 6 ans. Vous êtes face quand même à de nombreuses transitions écologique, on n'en a pas beaucoup parlé encore depuis ce matin, transition numérique, transition aussi démographique avec le vieillissement de la population. Quels sont pour vous, Cécile Gallien, les projets qui vous paraissent importants à conduire durant votre mandat et peut-être pour lesquels justement la Banque des Territoires va vous accompagner parce que bien sûr la France se transforme et que ces transitions, il va falloir les mener aussi à l'échelle de votre commune? Alors, il y a conforter évidemment les services et les commerces de proximité. Donc, on est en train de lancer une étude de revitalisation du centre-bourg. Voilà. Donc, j'espère qu'on pourra, et au vu de tout ce que nous avons tous dit, être aidé par la Banque des Territoires de ce côté-là. C'est absolument indispensable de maintenir les services, que ce soit le cyberespace, la Maison France Service, les services publics et bien sûr les commerces de proximité sur nos communes, parce que c'est ce qui fait l'attractivité des territoires ruraux. Si vous n'avez ni maison de retraite, ni commerce, ni services publics, c'est pas la peine d'essayer d'attirer les gens. Les gens, ils veulent aussi du service, ils veulent de la proximité. Le deuxième point, c'est le logement. Nous sommes lancés sur une politique de logement pour faire en sorte de pouvoir accueillir des jeunes foyers sur soit du neuf, soit de la rénovation, avec toujours des espaces extérieurs, parce que j'en reviens à l'espace. Ceux qui ont eu la chance de vivre dans des logements avec un espace extérieur, un balcon ou en pleine campagne, ils ont quand même un petit peu mieux vécu, je pense, le confinement que ceux qui étaient dans un appartement étroit de 25 mètres carrés. Donc, cette question du logement de qualité, thermique, avec accès aux espaces extérieurs, c'est absolument indispensable. Donc, le logement, et le logement aussi pour les personnes âgées ou qui deviennent dépendantes. On a un EHPAD de 80 résidents qui marche très bien, mais on souhaite proposer aux gens qui commencent à perdre un tout petit peu d'autonomie et qui veulent vivre au centre-bourg, eh bien des maisons seniors, comme on les appelle, et qui marchent très bien. Donc, on souhaite développer ceci. Et puis, Madame Macaré en a parlé beaucoup. Ce lien humain n'a pas de prix. On a partout sur nos territoires des gens qui, malheureusement, sont veufs ou viennent vivre seuls. Et il faut qu'on les accompagne, et notamment les personnes d'un certain âge ou qui sont dans la dépendance. Et ces liens intergénérationnels qui font encore la valeur, le sens d'une vie en commun sur une ville ou sur un village, ce lien intergénérationnel n'a pas de prix. Donc, ça veut dire que nous, la commune, mais aussi avec les acteurs départementaux, sociaux, associatifs et autres, il faut qu'on y pense et peut-être qu'on mette plus de moyens là-dessus, ou en tout cas plus d'organisation humaine pour faire en sorte que tout le monde se sente bien, qu'on soit du cru ou qu'on vienne habiter, qu'on soit vieux ou jeune, qu'on arrive à trouver un avenir commun et un sens à la vie dans une ville ou dans un village. Voilà. Et puis moi, je ne désespère pas de pouvoir contractualiser
pour développer un campus connecté ou quelque chose de ce type-là, parce qu'on a des gens qui viennent s'installer chez nous, qui sont soit journalistes, soit autres. Donc, ça veut dire qu'on peut vivre en ayant des compétences dans un milieu qualitatif. Mais aussi, on a besoin d'une réelle politique d'aménagement du territoire dans tous les sens du terme. En tout cas, Madame la maire, on a le sentiment, on a envie de venir à Vorey parce qu'on sent bien qu'il y a de l'espace. Et puis, comme Olivier Sichel nous a promis un bon haut débit, il n'y a pas de doute qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont s'installer à Vorey. On a vu pendant le confinement que les rédactions des journaux ont pu continuer en télétravaillant, bien entendu. Frédéric Macaré, vous avez vraiment 2 minutes, pas plus, parce que je ne voudrais pas justement nous sacrifier pour les conclusions tout à l'heure. Vos priorités, là, je disais les grandes transitions auxquelles sont confrontées les communes, vos priorités sur les projets long terme. Alors, on a déjà deux fils conducteurs transversaux qui sont la question de l'environnement et la question du handicap. On essaie maintenant d'infuser sur tous les politiques publiques. C'est jamais très simple. Il faut s'y consacrer et y passer du temps. Donc, on est en train de beaucoup se structurer sur ces questions-là. Ensuite, pour nous, ce qui est important, c'est évidemment le développement économique, puisque s'il y a du développement économique, ensuite il y a du travail, il y a de la vie qui est possible également. Et pour cela, comme ça a été rappelé aussi par Cécile Gallien, la question de l'enseignement supérieur est pour nous une priorité absolue. Le développement dans des domaines qui correspondent aux besoins des entreprises locales et dans des domaines innovants. On est ici sur une ville qu'on appelle robot numérique et on a beaucoup de partenariats qui sont en cours pour pouvoir développer sur place, parce que ça permet aussi à la jeunesse de pouvoir se projeter également sur le territoire, sur des domaines d'innovation en lien également avec des structures comme le CNAM ou notre université. Évidemment, comme dans chacune des villes, on a des points forts et nous, ce qu'on souhaite mettre en valeur, c'est tout l'aspect naturel. C'est l'aspect de la voie d'eau. On est très près du grand projet de canal Seine-Nord-Europe, mais on a aussi un vieux port qui est délaissé aujourd'hui par VNF. Et ça pourra amener de l'attractivité, mais aussi de la qualité de vie supplémentaire pour nos habitants. Je ne reviendrai pas sur la question du commerce, mais évidemment, elle est centrale. Et dernière chose, c'est le logement avec les programmes en rue, mais aussi la réhabilitation dans une ville ancienne de logements qui était un peu délaissé. Et là, c'est le programme Action Cœur de Ville qui va nous aider. Donc, on y arrivera que si, évidemment, on a, mais ça, je le sais, la Banque de territoire à nos côtés, l'État, évidemment, et l'ensemble de nos partenaires, parce qu'on a peut-être des plus petits moyens qu'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Frédéric Macaré. On va écouter Jérôme Viau. Quelles sont les priorités là de votre mandature pour les 6 prochaines années? Vous avez le directeur général de la Banque des Territoires. C'est le moment de faire la liste des courses, peut-être. Ah bon, alors je prends ma liste. Non, juste, je voudrais rebondir sur une annonce que Bruno Le Maire a fait le 29 juin dernier qui m'a particulièrement intéressé. Bruno Le Maire a annoncé avec la Banque des Territoires la création d'une centaine de foncières pour accompagner et aider l'acquisition de commerces vacants. Ben voilà, je me positionne, comme ça c'est fait. Je me positionne en disant que ça m'intéresse fortement parce qu'on a une SPL, on a une société d'économie mixte qui travaille sur ces sujets-là, mais si on peut avoir de l'aide financière supplémentaire, et c'est l'occasion de le dire à Olivier Sichel et de lui adresser un message en toute intimité, sans que personne nous entende, et de lui dire que voilà, on est candidat sur cette annonce de M. le ministre et de ce partenariat pour aider, accompagner, pour maîtriser un certain nombre de commerces dans notre centre historique et pour les porter et surtout pour les réhabiliter et les remettre sur le marché avec une tarification, je dirais, attractive, permettant l'amorçage d'un certain nombre de choses. Vous savez, on a travaillé sur ce centre historique qui est magnifique et en fin d'émission, je serais heureux de vous le décrire pour vous donner envie de venir. Mais on a travaillé sur la notion d'une ville dans laquelle on transforme des choses, où les gens vont venir voir devant leurs yeux la transformation. Une ville dans laquelle il se passe cette transformation de la matière, que ce soit du parfum, du savon, que ce soit
du chocolat, que ce soit beaucoup de choses qui se font dans le centre historique avec des fabriques. C'est peut-être une expérience aussi différente que d'aller dans des grands centres commerciaux extérieurs dont on parlait, mais de voir de l'artisanat et de l'artisanat d'art devant soi et de repartir avec quelque chose qui a été transformé devant soi. Eh bien, je pense que si on veut être dans cet amorçage pour pouvoir maîtriser 20, 30, 50 ou 100 commerces supplémentaires, eh bien, moi, je suis preneur de cette aide et donc je fais ma liste des courses en me positionnant dès aujourd'hui. Merci Jérôme Biot. Olivier Sichel, réinventer la France. Quelle est la place que vous voyez peut-être donner plus aux maires dans l'avenir? Alors, il ne s'agit pas de vous laisser décider à la place du président de la République, mais quand vous voyez cette énergie, quand vous voyez ces forces vives qui sont les moteurs de la République, ce sont celles et ceux qui sont en première ligne, nos maires, comment on peut améliorer justement à la fois notre démocratie, de ce que vous voyez chaque jour sur le terrain, pour donner peut-être plus d'agilité, plus de responsabilité dans cette France dont le président de la République a dit qu'il voulait donner plus justement de pouvoir aux élus locaux? C'est essentiel. On l'a vu vraiment à plein de moments clés. La crise du Covid a été un moment clé. Les maires ont été présents. Mais souvenez-vous aussi, il y a 2 ans, la crise des Gilets jaunes, vers qui s'est-on tourné un moment pour rétablir le dialogue, pour rétablir cette convivialité, rétablir le lien vers les maires? Donc, c'est souvent vers les maires qu'on se tourne. Moi, je n'imagine pas qu'une nouvelle étape de la décentralisation, si le président le décide, ne fasse pas une place légitime aux maires. Et en même temps, la difficulté de notre pays, c'est de trouver le bon niveau d'action. Car parfois, les communes sont trop petites. Madame Gallien le disait, elle est regroupée dans une intercommunalité. Et parfois, des choses doivent être bien traitées au niveau des communes. Parfois, c'est mieux traité au niveau de l'intercommunalité, voire du département. Je pense aux sujets sociaux. Un réseau de soins, ça se fait au niveau départemental. Les EHPAD, tout ça, c'est une politique départementale. Et parfois, c'est le niveau régional qui est le plus pertinent. Pour le sujet très concret, soyons très concrets, des commerces qu'évoquait Jérôme Biot, et j'ai bien pris note de sa demande. La question, c'est est-ce que cette rénovation commerciale, ces foncières, on l'a fait juste au niveau de Grasse, et c'est possible, mais parfois ce sera peut-être au niveau du département d'Alpes-Maritimes ou peut-être avec d'autres villes. Donc c'est ça la difficulté. Oui, il faut donner plus de pouvoir aux maires, mais il faut se poser la question chaque fois de savoir quel est l'échelon pertinent. Et c'est ça qui est difficile dans une démocratie aussi sophistiquée que la nôtre. On est dans des mécaniques très avancées, donc il faut tenir compte chaque fois de la maille possible et le faire dans un esprit de collaboration. Nous, ce qu'on essaye toujours de faire, vous savez, je reviens toujours à ça, le premier verbe de la première phrase de la doctrine de la Banque des territoires, c'est la Banque des territoires accompagne les projets de développement des territoires. Accompagne pourquoi? Parce que c'est les 3 personnes qui sont autour de moi qui ont été élues. C'est eux qui ont reçu le suffrage universel. Donc, c'est eux qui ont le projet pour lesquels les citoyens ont choisi. Nous, on est là juste en accompagnement. Mais c'est vrai que ça marche bien quand il y a une cohésion, quand il y a une cohérence du projet de développement des territoires. Donc, à nous de le faciliter par le conseil, par l'ingénierie et par les outils financiers pour leur donner les moyens d'achever ces projets de développement. Olivier Sichel, on a eu beaucoup de questions qui nous sont remontées à la fois aussi par d'autres maires, par aussi des chefs d'entreprise qui, bien sûr, c'est important que ces maires soient élus parce que ça relance la commande publique, on l'a dit tout à l'heure. Une question qui revient, c'est il va y avoir moins de rentrées fiscales, moins de revenus pour les communes et les mairies, et à la fois les attentes sont très fortes en matière de services publics, de proximité. Il y a eu aussi le coût pour les communes de cette crise sanitaire. La question qui revient, c'est comment faire mieux avec moins sur le plan budgétaire pour les années à venir, comment il va falloir être créatif et comment la Banque des territoires et l'État peuvent aider nos communes. Alors, je vais vous dire franchement les choses. Je vois dans les contacts que j'ai, parfois, je trouve que les élus sont un peu timorés face à la dette. La réalité, c'est que les communes françaises sont plutôt dans l'ensemble bien gérées. Et il y a un peu un réflexe qui est de bon père de famille de se dire la dette, c'est difficile, c'est malsain, et notamment quand c'est une dette longue. Mais nous, à la Banque des territoires, on a la possibilité de prêter sur des durées très, très longues. 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. Alors, les gens se disent,
Attendez, je vais quand même pas endetter ma commune ou ma structure pour 50 ans. Vous vous rendez compte, je vais coller de la dette sur la tête de mes enfants, voire des enfants de mes enfants. Mais si on fasse ce que vous financez à une durée de vie de 30, 40 ou 50 ans, on a parlé de l'environnement, je vais vous donner un exemple, les réseaux d'eau. Un réseau d'eau, vous savez, c'est les tuyaux de cuivre, ça dure 30 ans, ça dure 40 ans, ça dure 50 ans. Et dans ce cas-là, ce n'est pas de la dette que vous collez à vos enfants, c'est des investissements pour éviter qu'il y ait des fuites d'eau et vous préserver l'environnement. Et là, par rapport à cette situation où certes, les finances des collectivités locales vont être touchées, de se dire, ben, je peux allonger ma dette et au lieu de m'emprunter sur 20 ans, je vais le faire sur 40 ans, ça vous réduit mécaniquement vos mensualités. Donc, ce sont des solutions imaginatives qui ne sont pas, je le dis, des pousses au crime en matière de surendettement des collectivités locales. Les collectivités locales, à part quelques exceptions, sont très bien gérées. Mais dans cette phase-là, de se dire, je veux quand même investir, je veux quand même conduire mes projets, nous, on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin parce qu'on est une banque publique et qu'on bénéficie de la garantie spécifique à ces banques publiques de prêter sur des durées assez longues. Merci Olivier. Voilà, c'est l'occasion de pouvoir conclure. Alors, je donne à chacun 1 minute pour une carte postale que vous nous envoyez. On démarre par Cécile Gallien, une carte postale de la commune de Vorey. Donnez-nous envie de venir à Vorey cet été. Alors, si vous avez envie de un peu de calme, de nature, de descendre la Loire en canoë à la découverte du castor ou de la loutre, voilà, je vous invite, on vous accueille dans les hôtels, les villages vacances, les campings, où vous voulez, voilà. Et puis, vous restaurez par de bons petits plats. Et puis, à proximité, il y a quand même le Puy-en-Velay. Si vous avez envie d'une connexion entre le tellurique et le cosmique, entre le granit, le volcan, et ce qui peut peut-être vous inspirer d'autres pensées plus spirituelles, voilà, vous serez les bienvenus. Merci Madame la maire. Frédéric Macaré, venir à Saint-Quentin en Hauts-de-France cet été, donnez-nous envie. Alors déjà, pas très loin de la région parisienne, on allie à la fois les avantages de la ville et de la campagne avec une réserve naturelle. Je crois qu'on est une des seules villes d'Europe à avoir une réserve au milieu des quartiers. Et puis, à côté de cela, un parc qui s'appelle les Champs-Élysées, non pas ceux de Paris, mais qui est bien agréable, et un patrimoine art déco assez singulier puisque c'est une ville qui a été reconstruite. Donc, quand on se balade dans les rues de Saint-Quentin, on voit des cinémas, des théâtres, des infrastructures assez étonnantes et singulières. Donc, Saint-Quentin est une ville qui gagne à être connue. Merci. C'est à vous, Jérôme Biot, venir à Grasse cet été en région sud. Alors, pour l'été 2020, après cette période de confinement, la ville de Grasse choisit résolument l'optimisme, de voir la ville ou la vie en rose. Je vous invite déjà toutes les personnes qui ont assisté à ce moment à participer parce qu'après ces 3 mois de confinement, les corps et les âmes ont été malmenés et nous aspirons tous à un retour à la vie, un retour à la ville, un retour à la ville de Grasse aussi. Et voilà, le rose, c'est cette couleur de la douceur, de la féminité. C'est cette couleur qui va nous faire voyager pendant cet été 2020. Et dans la ville de Grasse, vous irez voir les uns les autres sur le Facebook, mais on a mis des parapluies roses dans tout ce centre historique. On a préparé des siestes parfumées dans l'ensemble des sites de cette ville de Grasse pour permettre à ce qu'on s'y sente bien. On partage un moment autour de la vie. Pour aller plus loin, nous avons imaginé une exposition à l'extérieur et dans tous les jardins publics, dans toutes les rues, dans toutes les ruelles, autour du patrimoine. Une sorte de retour aux sources où en ce moment on parle beaucoup du monde d'après et on va aussi parler nous du monde d'avant pour se souvenir d'où on vient, pour se souvenir de nos racines, pour se souvenir de ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont ouvert le chemin avant nous et qui ont construit un certain nombre de choses qui fait qu'on est là aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en vous invitant à participer à découvrir cette magnifique ville médiévale qui est magnifique et pour lequel on est heureux de travailler tous les jours. Merci, monsieur le maire de la ville de Grasse. Je laisse à Olivier Sichel une carte postale, Olivier Sichel, pour donner envie aux Français de rester cet été en France, de consommer en France, de passer leurs vacances en France.
Ah, écoutez, je pense qu'il y a un côté très agréable. Moi qui suis colmarien, donc j'ai eu l'occasion de revenir cette semaine dans ma ville. Et c'est une ville qui est très, très, très touristique. Je trouve qu'il y a beaucoup de Chinois à un moment qui étaient venus parce qu'il y avait un film. Il y a évidemment beaucoup d'Allemands, on est de l'autre côté. Et il y avait des touristes, mais tous ces touristes étaient français. Et ça a donné un côté très, très sympathique, très, très différent à la ville de faire du tourisme entre Français. Il y a un côté famille qui se retrouve et j'espère que après cette phase de confinement, il y aura beaucoup, beaucoup de touristes français qui redécouvriront leur pays dans un sentiment de famille qui se retrouve. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à vous tous d'avoir passé cette heure passée ensemble, vivre ensemble, c'est le thème qui était choisi, avec bien sûr toutes les transformations à venir. Et on a pu voir que les maires sont au cœur de cette relance économique en proximité de nos concitoyens. Ne manquez pas la tribune qui sort ce matin, Réinventer la France, et surtout, mesdames les maires, messieurs les maires, avec un deuxième cahier, relance économique, les régions en première ligne. Merci à toutes les équipes de la Banque des Territoires, à toutes les équipes de la Tribune. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau Connect Live. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.